Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, dommages énergétiques et alimentaires de la guerre en Ukraine. Il y a d'abord cet embargo américain sur le pétrole russe, et ce jusqu'à la fin de l'année. Quelques jours plus tôt, Washington avait en effet rouvert les négociations avec le Venezuela pour trouver des alternatives à l'or noir russe. Mais il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi bien sûr le gaz. Comment réduire, en tout cas à court terme, l'ultra-dépendance de l'Union européenne aux livraisons de gaz russe? Comment faire sans environ 40% du gaz consommé, 45% du gaz importé à l'échelle de cette union? Les Européens vont devoir aller chercher ailleurs aussi, ailleurs qu'en Norvège en l'occurrence, une alternative au gaz russe. La Norvège est le deuxième fournisseur de gaz à l'UE derrière la Russie. Le pays produit déjà à plein régime et ne peut augmenter ses livraisons. Et l'Algérie dans tout cela? En tout cas, côté prix, lundi, le mégawatt a dépassé les 260 €, battant un nouveau record, alors que son prix était moins de 20 € tout simplement. C'est énorme, c'était il y a juste un an. La guerre en Ukraine ne fait pas flamber que les prix du pétrole et du gaz, céréales, minéraux, encore les métaux. Le prix de nombreuses matières premières grimpe en flèche avec des impacts à venir pour les entreprises et les consommateurs. Le Maroc, bien sûr, est exposé, risque de subir de plein fouet les effets de cette guerre. Bienvenue dans Questions d'actu. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique, en géoéconomie à l'ESCA. Bonsoir, professeur Nabil Adel. Merci de vous joindre à nous. Merci Khadija, merci pour l'invitation. J'ai également l'immense plaisir d'accueillir Cédric Essaoui, analyste et politique plutôt, il n'est pas encore il n'est pas encore un homme politique, analyste politique et économique. Bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau, Cédric. Merci. Donc, on va d'abord parler sur cet embargo américain sur le gaz, plutôt sur le pétrole russe. Pourquoi cette annonce aujourd'hui? Est-ce que les États-Unis dépendent fortement, comme l'Europe, du gaz russe? Et quel impact cette annonce pourrait avoir sur les cours du baril qui a frôlé et dépassé les 130 $? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise a pris de court tout le monde. C'est pour ça que les marchés sont frivoles. Vous savez, en matière de marché financier, quand vous avez beaucoup de volatilité, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ça veut dire que les marchés n'arrivent pas à lire correctement ce qui va se passer. Oui. Et donc, c'est la carte telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est une situation qui a pris de court tout le monde, y compris les marchés. Et les marchés n'aiment pas les mauvaises surprises. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et surtout, elles n'aiment pas des choses imprévues. Et ça, c'est une situation qui était imprévue. Même les analystes les plus pessimistes n'auraient jamais pu penser qu'un jour, on franchirait ce cap, même s'il y avait des signes avant-coureurs. Maintenant, cette question d'invasion de l'Ukraine, elle sert d'abord les Américains, qui sont des exportateurs de gaz et de pétrole, et ça rapproche encore davantage l'Europe du camp américain. Donc, d'un point de vue géostratégique, ça sert d'abord les intérêts américains. Alors, quand on connaît le pragmatisme des Américains, aujourd'hui, il n'y a plus aucun tabou. On va aller parler au Venezuela, on peut parler à l'Iran, et même si la Corée du Nord était... Encore faut-il que Maduro accepte. Je ne sais pas... Parce que bien sûr, on connaît l'histoire du Venezuela, on connaît l'histoire du président et son alliance avec les Russes. Est-ce qu'il risque aussi de changer de camp? Écoutez, c'est vrai que c'est une question qui se pose. On ne sait pas, il n'y a que des pourparlers préliminaires. On ne sait pas quelle sera la réaction du Venezuela. Mais le Venezuela a besoin de cette bouffée d'oxygène. C'est un pays qui est à plat, il a besoin de cette bouffée d'oxygène. Surtout que maintenant que les prix repartent à la hausse, il a intérêt pour sortir du marasme économique dans lequel la baisse des cours l'a plongé depuis quelques années. Il a besoin de cette porte de sortie. Alors aujourd'hui, on parle de l'Iran. Et même si la Corée du Nord produisait du pétrole, on serait parti voir la Corée du Nord. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun tabou. Et même sur des pays qui disaient non à certaines formes d'énergie, telles que le nucléaire ou le charbon, on a commencé à briser ces tabous. Pourquoi? Parce que c'est une situation, comme on dit, qui a pris tout le monde de court. Et le temps d'ajustement ne se fera pas à court terme. Il faut attendre le moyen terme. C'est pour ça que c'est une situation qui risque de durer quelques années. Même si la Russie se retire de l'Ukraine, elle va rester sous sanctions occidentales. Et donc, c'est une situation qui va durer. Mais d'un point de vue géostratégique à long terme, c'est l'occasion pour l'Europe et l'Occident de s'épanouir de cette pression russe sur le gaz et le pétrole. Et comme vous le savez, il n'y a pas mieux que les crises pour se repositionner. On a vu comment la crise du Covid a accéléré beaucoup de mutations dans le monde. Et cette crise politique majeure en Europe va accélérer beaucoup de mutations. Et l'Europe
dans quelques années, ne ressemblera en rien du tout à l'Europe d'aujourd'hui. Et notamment sur cette dépendance au gaz. On va y venir. Restons sur le pétrole, Drissa Issaoui. Est-ce que cela risque encore de porter le prix du pétrole à un nouveau record au-dessus de celui des $130 aujourd'hui? On est déjà dans cette logique haussière du prix du baril. C'est-à-dire, même pendant le Covid, hein, c'était avant la crise ukrainienne. Mais pas à ce niveau-là. Oui, certainement pas. Il faut dire une chose, c'est que les prix au-delà de 110, dollars pour le baril est quelque chose de grave. Est-ce que ça pourrait pousser l'OPEP ou l'OPEP Plus à augmenter la production? Les pays producteurs ont répondu que ce n'est pas dans leur intérêt d'augmenter la production. Ils ne veulent pas le faire tout de suite parce qu'ils savent d'abord qu'ils vont tout de suite profiter de cette manne. Et s'ils profitent de cette manne, cela veut dire que les prix vont augmenter parce que c'est des marchés à terme aussi. Le Maroc est un pays qui a vécu cette situation. Il a même pris une initiative dans ce sens-là. Au moment de l'indexation des produits pétroliers liquides, il a pris un mécanisme, celui d'une assurance internationale qui lui permet de couvrir tous les prix au-delà de 100. Nous allons venir au cas du Maroc, mais je veux vraiment qu'on se focalise d'abord à l'international dans cette première partie. On passe au Maroc en seconde partie de l'émission. Pour ce qui est de cette situation, c'est-à-dire nous avons l'Ukraine et la Russie qui vendent pratiquement quelque chose comme 30-40% des besoins de ce que l'Europe consomme. En gaz. En gaz naturel et en produits pétroliers. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pour cela que tous les pays, y compris la France, qui préside le Conseil de l'Europe, ont pris justement le président Macron, est allé voir le président Poutine pour lui dire « Attention, ne faites pas ceci, ne faiété pas cela ». Mais en fait, lui avait déjà pris sa décision. Et d'ailleurs, on a vu le traitement qui n'a pas été apprécié du tout de la part des commentateurs français, parce que le président français rentre, il est reçu dans une salle vide, avec une très grande table où les personnes sont éloignées, aucun contact humain. Donc, on sentait que ça allait. Et de toutes les manières, le président français, quand il est revenu chez lui, quand il a commencé à parler, même sans déclarer sa candidature, il a dit « cette guerre, elle est grave. Nous n'avons jamais vécu une grève aussi grave que celle-ci. Et de toutes les manières, nous ne savons pas où iront les conséquences. » Parce que lui, déjà, il a parlé en ces termes, mais c'était extrêmement difficile de le croire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce n'était même pas une semaine de guerre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons les colonnes militaires qui sortent de la Russie. Ça leur prend beaucoup de temps justement pour arriver. Parce qu'en fait, l'idée de Poutine, c'est de contrôler les principaux ports et les principaux aéroports. Et c'est ce qu'il a essayé de faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'a pas encore commencé à taper sur les civils, à casser les infrastructures. Il ne tape que sur les points névralgiques qui lui semblent être importants. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pousser les gouvernants ukrainiens à démissionner, à se rendre, pour utiliser un jargon de guerre. Non, pour lui, si les Ukrainiens arrivent à se présenter comme cela, ce serait bien. De toutes les manières, lui, il considère que les gens de l'Ukraine, c'est des nazis. Voilà Et d'ailleurs, ils mettent sur leur char le mot Z, qui est la première lettre du nom de famille du président ukrainien. Donc, c'est des gens qui sont décidés à rebattre les cartes dans le sens de la Russie. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Personne ne le sait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est plein de surprises, ce président russe, Vladimir Poutine. Il a pris tout le monde de court, comme le disait Nabil Adel. Alors, sur la question du gaz à présent, parce que, il y a l'embargo américain sur le pétrole russe, on ne comprend vraiment pas
moi, personnellement, je n'ai pas trop compris ce geste, parce que, bien sûr, comme vous l'avez si bien expliqué, les États-Unis n'ont pas besoin de ce gaz russe. Or, au contraire, les voisins européens ne peuvent pas se défaire du gaz russe, encore moins ukrainien. Absolument. Donc, les Européens continuent d'acheter ce gaz russe. Est-ce qu'on peut couper ce robinet alors que l'hiver n'est pas réellement fini et que les Européens ont besoin de chauffer les foyers avec ce gaz? Est-ce qu'on se dirige vers, bien sûr, un changement de dépendance? On va venir peut-être plus tard sur le mix énergétique à prévoir, mais là, sur le court terme, en manque de visibilité, qu'est-ce qu'on peut prévoir quand même? Qu'est-ce qui est peut-être prévisible dans tout cela? Écoutez, il faut analyser la situation des deux côtés. Du côté du vendeur et du côté de l'acheteur. Or, aujourd'hui, on se focalise davantage sur le côté de l'acheteur, c'est-à-dire les Européens. Mais attention, les 2/3 des exportations russes, c'est du pétrole et du gaz. Okay, donc, si on n'achète pas de la Russie n'a pas à qui vendre. La Chine. Non, mais pas avec autant de quantité. Très bien. Et puis, il faut avoir beaucoup d'installations, d'infrastructures. Ça prend également du temps pour la Russie. Et la Russie, engagée dans une guerre de surcroît, a besoin de ces ressources. Oui, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on voit les sanctions, elles ont touché tous les secteurs, sauf les exportations des hydrocarbures, qui sont tacitement acceptées de part et d'autre. C'est cela. Parce que c'est une dépendance mutuelle. La Russie ne peut pas, à court terme, se passer du gros client que représente l'Europe, et l'Europe ne peut pas se passer à court terme du gros fournisseur que représente la Russie. Maintenant, on sait qu'à terme, l'Europe est en train d'envisager d'autres pistes. Le nucléaire, le charbon, l'Algérie, le Venezuela, l'Iran, peut-être l'Algérie. L'Algérie, c'est ça, mais peut-être Non, quand vous dites l'Algérie, sans en coupant le gazoduc qui passe par le Maroc, justement, comment va-t-elle fournir du gaz aux Européens? Alors j'allais y venir, mais je ne sais pas si on peut en parler maintenant dans la partie si, consacrée. On peut y parler. Mais effectivement, ça pose le problème. Il y aura des pressions sur l'Algérie. Ça remet au goût du jour le projet de gazoduc entre Nigeria et Maroc. Okay. Bon, se mettront en place un certain nombre d'instruments pour contourner cette forte dépendance au gaz russe. Ça ne va pas être éliminé dans quelques mois ou même sur la durée de ce conflit, parce que ce conflit ne peut pas durer d'une manière indéterminée, mais le processus a commencé. Il faut savoir que nous sommes en train de parler d'une économie russe qui est extrêmement fragilisée avant l'intervention en Ukraine. Depuis les sanctions de 2014, le PIB russe a perdu $1 trillion, alors que les autres pays ont vu leur PIB augmenter. Le revenu moyen du russe a diminué de 10%. Et ce qui est encore plus douloureux pour la Russie, c'est l'effondrement de sa monnaie nationale. Alors, on parlait $1 pour une trentaine de roubles juste avant les sanctions. Aujourd'hui, on parle $1 pour 122 roubles. Donc, ça veut dire que vous multipliez par 4, quasiment, la facture de tout ce que vous importez. Dans un contexte où la Russie, effectivement, a cette manne de gaz et de pétrole dont les prix augmentent, mais elle est immédiatement éliminée par la surenchère de la facture des importations. Et donc, aujourd'hui, le calcul de l'Occident, c'est d'abord, Poutine a fait ce qu'aucun président américain n'a réussi à faire, ni aucun président européen. D'abord, il a ressuscité l'OTAN. Deuxièmement, il a ressuscité... C'est une ironie. Il a ressuscité l'Union européenne. C'est une ironie, ressusciter l'Union européenne et l'OTAN, en effet. Et justement, et on se rappelle tous de Donald Trump qui criait, s'il vous plaît, augmentez vos budgets défense, on ne peut plus garantir votre sécurité gratuitement. Surtout que vous êtes payé et que vous payez les Russes. Et que vous payez les Russes. Alors maintenant, du coup, tout le monde se met à augmenter le budget défense. Donc, il a fait en quelques semaines, enfin même pas, en quelques jours, ce que les États-Unis et l'Europe ont cherché à faire depuis quelques années. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des pays qui n'envisageaient pas immédiatement l'intégration à l'Union européenne, qui commençaient à y réfléchir. Et même à l'OTAN, vous avez la Finlande, je pense la Suède, les pays limitrophes. Voilà, qui commencent à envisager cette situation. Donc, d'un point de vue géostratégique, Poutine est coincé, et on reviendra
tout à l'heure sur les conséquences de sa décision, parce que maintenant il est isolé de la scène internationale. Complètement. Complètement. Sachant que même l'Iran s'est abstenu. La Chine Oui, s'est oui, abstenue oui, oui. sur le vote Oui. de cette résolution qui condamne l'invasion russe à l'Ukraine. Il y a eu de grosses surprises. La Chine, l'Iran, l'Algérie, Oui, oui. tous ces pays-là qu'on il y a le pensait Maroc alliés qui n'a aux pas Russie, participé qui n'a pas du voté. tout. Oui, mais ce sont des alliés, historiques de ce bloc soviétique, ex-bloc soviétique. Pour le coup, c'est vraiment parce que tout porte à croire que les cartes sont en train de se redistribuer. Oui, et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que M. Poutine n'arrive pas à comprendre cette réalité. C'est que les pays qui faisaient partie de l'ancienne Union soviétique du côté européen, couraient vers l'Occident. Alors que lui, pour les retenir, il envoie les chars. Voyez la différence. L'Occident utilise ce qu'on appelle en anglais un narrative. Des arguments, un argumentaire. Voilà, une histoire, une belle histoire, voilà. Démocratie, droits de l'homme, prospérité. Donc, il arrive à attirer ces pays vers lui. Donc, c'est du soft power puissant. Poutine, pour les en empêcher, il envoie les chars. Oui, que du hard power. Eh ben justement, Issaoui, on remarque que cette guerre est double. Il y a une guerre informationnelle et c'est là où l'Ukraine et l'Occident gagnent, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Donc là, on a une réelle guerre hybride, ce qu'on appelle une guerre hybride, où, selon où on se positionne, on a un gagnant et un perdant. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu des réactions dans le monde arabe, en Afrique. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu que les Ukrainiens, c'est des racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas toutes les personnes de couleur. Et les gens ont commencé à dire, attention, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Mais en fin de compte, ce que fait Poutine arrange quelque part un certain nombre de pays. Il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées contre ce conglomérat. Mais il est certain que la Russie va continuer. C'est c'est du moins ce qui transparaît à travers la démarche russe. Parce qu'il mobilise ses soldats, il mobilise son infrastructure, il mobilise ses outils. Pourquoi? Pour aller faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire gommer ce qu'il a appelé comme étant les fascistes à côté de lui. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire je ne veux pas que mes frontières soient celles qui vont être contrôlées ou surveillées par l'OTAN. Et ça, il l'a dit. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour expliquer, pour dire que depuis l'ère des rois russes, des tsars, on avait justement pensé à faire une bande qui sépare la Russie, ou le monde de la Russie, et le reste. Mais aujourd'hui, avec l'Ukraine qui est maintenant à l'intérieur de l'Europe, même ses citoyens, on est à quelque chose comme 2 millions de personnes qui ont déjà quitté la Russie et l'Ukraine et qui sont dans les pays européens. Les pays européens sont en train de réfléchir. Alors l'idée, le pas qu'ils n'ont pas franchi, c'est d'envoyer des avions, donner des armes. C'est ça l'idée. L'idée, ils ne sont pas allés jusqu'au point, par exemple... Oui, ils ont annoncé, il y a eu beaucoup d'annonces, un peu même tardives, sur l'Union européenne qui décide de débloquer 500 millions d'euros pour envoyer l'argent, oui. Non, d'armement pour l'Ukraine. Mais comment ces armes vont-elles réussir à arriver à destination? Parce que tout est contrôlé. C'est ça. Et surtout les aéroports, comme vous le disiez. Les aéroports, les ports sont aujourd'hui contrôlés par les Russes. Vous ne pouvez pas envoyer un chargement de canons, etc. Et il ne va pas passer comme ça, comme par enchantement. Mais ce qu'il y a, c'est que les Russes considèrent qu'ils font partie d'un marché mondial. Ils connaissent la logique du marché du pétrole et du gaz. Et c'est pour ça qu'ils réagissent dans le sens de faire évoluer le marché à leur guise, à ce qui les arrange. C'est ça le plus important. Et les Russes, ils ne vont pas, démordre de cette position. Ils vont rester sur cette position et ils vont aller dans ce sens. Et ça, tous les politiques, tous les analystes au niveau de l'Europe le disent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Attention, c'est des gens dangereux,
Si les Ukrainiens, on ne peut pas les lâcher, il faut les soutenir, il faut les accueillir chez nous. Il y a même des parlements, je pense que c'est le Parlement français ou un autre, qui a dit que nous sommes prêts à ouvrir la porte aux Ukrainiens pour qu'ils s'installent pendant 3 ans sans aucune formalité. Parce que la différence entre les migrants ukrainiens et les migrants qui viennent de pays, par exemple comme la Syrie ou l'Afghanistan, c'est que les migrants ukrainiens ne sont pas censés rester ad vitam aeternam, contrairement à des Syriens ou à des Afghans. Ce n'est pas sûr, mais en tout cas, ils attendent juste la fin de la crise pour reprendre chemin, parce qu'ils ont fui des combats, ils n'ont pas fui un régime autoritaire ou une guerre qui est là pour s'installer. Est-ce que vous pensez que du côté des populations européennes, on ne risque pas de réagir à cette crise, notamment à cause de la cherté de la vie et de la hausse du prix du gaz, qui est passé de 20 à 260 € le mégawatt? Est-ce que ça pourrait... Je ne dirais pas un mouvement de gilets jaunes, ce qui ne devrait pas arranger le président sortant et qui est candidat aussi en France, par exemple. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer quelques Très certainement. pressions des populations européennes? Pour l'instant, les Européens, ils sont là, ils sont ébahis devant ce qui se passe. Ils ouvrent leurs portes, ils sont très volontaires, ils aident. Mais je pense qu'avec toutes les augmentations auxquelles on va assister, je pense que les politiques européens devront faire face à ces mouvements. Bon, peut-être la seule possibilité pour eux de résister, c'est de dire « nous sommes en guerre, nous sommes en situation de guerre, donc à partir de là, tout peut passer ». Du coup, il faut même passer au-delà de la planche à billets pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Nabila Adel, comment se défaire de la dépendance du gaz russe? Vous avez parlé de charbon, de nucléaire, alors que ça a créé des années, vraiment un grand débat dans les sociétés européennes. Donc là, on va mettre de côté tout ce qui est changement climatique et tout ce qui a été signé lors de l'accord de Paris, et on revient au point de départ, le charbon et le nucléaire, et puis le climat va attendre. Oui, on va revenir au 19e siècle. C'est ça, la révolution industrielle, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr. Oui. Maintenant, encore une fois, dans cette guerre, chacun a ses calculs. Alors, M. Poutine pensait que ça allait être une guerre éclair. Il allait rentrer, renverser le régime, mettre en place un régime ami, et puis ressortir, et puis on n'en parle plus. Il a été surpris par la violence et la concomitance des sanctions au niveau international qui se sont abattues sur son pays. Maintenant, c'est quoi la logique? La logique, c'est qu'on l'entraîne dans cette guerre et qu'on la fasse durer le plus longtemps possible. D'ailleurs, aujourd'hui, les guerres ne sont pas faites pour réussir, pour qu'il y ait un vainqueur ou un vaincu, mais pour qu'elles durent le plus longtemps possible, jusqu'à épuisement des deux parties. Aujourd'hui, la Russie va frôler les 2 à 3 milliards de dollars par jour, quand même. Le coût de cette intervention militaire en Ukraine. Et puis surtout, n'oublions pas qu'il y a eu une décision qui a brisé les reins de l'économie russe, à savoir le gel des avoirs de la Banque centrale russe. Oui. Pas tous, pas tous, mais une grosse majorité. De dollars, une grosse partie plutôt. Voilà, 400 milliards de dollars gelés. Sur les 600. Sur 600, il leur reste très peu de choses. Il leur reste très peu de choses. De l'or qu'ils ne peuvent pas monétiser, et il leur reste quelques avoirs auprès de la banque, auprès de la Chine. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'entraîner la Russie dans une guerre d'usure. L'armement viendra, mais pas maintenant. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'ils sont bien dedans pour qu'on commence à armer. Et là, pour faire durer ce conflit le plus longtemps possible, les histoires d'hydrocarbures, c'est une carte que M. Poutine va essayer de jouer pleinement pour justement amener à des réactions populaires. Mais malheureusement, c'est un calcul qui est faux parce que la population voit que c'est une agression. Donc, à la limite, les gouvernements n'y sont pour rien. Ils ont tout fait pour arrêter ça. Ils n'y sont pour rien. Tout fait. Ouais. Oui. Alors, juste ça une chose. Dépend. Non, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont vu qu'ils ont tout fait. Mais en fait, les gouvernements occidentaux voulaient que M. Poutine passe à l'offensive. Passe à l'offensive parce que pour eux, c'est l'occasion rêvée. Ouais. Beaucoup de gens posent la question, comment se fait-il que Poutine s'en était sorti avec la Crimée et qu'il s'en sort plus maintenant? Quand il a annexé la Crimée, il n'y a pas eu autant de... C'était les mêmes raisons. C'était les mêmes raisons. En 2014, c'était quand on commençait à parler de ce projet... D'Union européenne et d'autres. Exactement. Alors, à l'époque, n'oublions pas que le monde était en pleine guerre contre le terrorisme.
et qu'on avait besoin de la Russie. Donc c'est pour ça qu'il y avait des sanctions, mais on n'était pas allé très loin parce qu'on avait besoin de la Russie. Or, avec le changement de la doctrine de la guerre contre le terrorisme à la guerre contre la Chine et la Russie, oui. là, tout a changé. Il n'a pas fait attention à ce changement. Donc il est resté sur l'ancien logiciel. Je vais intervenir rapidement. Peut-être que je vais annexer une partie de l'Ukraine. Je vais annoncer deux républiques indépendantes. Et puis le tour sera joué. Or, cette fois-ci, ils vont faire en sorte qu'il reste en Ukraine, mais que chaque jour, ça lui coûte de plus en plus cher jusqu'à ruiner l'économie russe. Est-ce que l'économie russe peut être autosuffisante? Jamais de la vie, aucune économie ne peut être autosuffisante. Et croyez-moi, déjà maintenant, quand vous voyez les Russes... On ne peut pas retrouver une deuxième Corée du Nord, par exemple, qui est la Russie. En fait, c'est vrai que c'est difficile parce que la taille du pays est importante. Oui. C'est la première fois qu'il y a autant de sanctions sur un pays du G20. Oui. On n'a jamais vu ça. Okay. Maintenant, on voit la panique des Russes, c'est-à-dire ils sont rués sur les guichets, pas d'argent, donc la Banque centrale russe a dû relever les taux d'intérêt pour rassurer les Russes sur leur épargne, mais qui dit relever les taux d'intérêt, ça veut dire vous plongez l'économie dans une récession encore en plus parce que vous bloquez la machine du crédit. Donc là, c'est une partie d'échec et mat. Maintenant, comment il va s'en sortir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut aller au choix ultime et vers lequel on veut le pousser, à savoir le nucléaire? Est-ce qu'il osera? Attention, il a menacé. Maintenant, est-ce qu'il osera franchir le pas? S'il se retrouve les bloqué. mêmes fusées peuvent porter des têtes nucléaires, d'ailleurs. Les fusées qu'il utilise aujourd'hui peuvent porter des têtes nucléaires. Et ça, c'est tous les pays se retiennent. Voilà. Parce que ça va être grave. S'il ose ce pas, là, vraiment, même la Chine, même les pays qui sont à la limite dans une situation ambiguë, vont se désolidariser. Et c'est ça le scénario le pire vers lequel on s'oriente. Donc aujourd'hui, les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais à court terme, pour revenir aux questions des hydrocarbures, nous n'avons pas de solution. Est-ce qu'il y a des pays qui peuvent remplacer la Russie pour approvisionner l'Europe aujourd'hui, enfin demain? C'est 40%, comment voulez-vous d'ailleurs? Ni même après-demain. On parle d'un horizon de 2030 pour se défaire complètement du gaz russe. C'est déjà quand même dans 8 ans. Je parle que de gaz, oui. Mais le gaz, il y a beaucoup d'hypothèses à mettre à côté. Il y a le gazoduc Maroc, Nigeria et Europe. Donc, mais là, il faudrait véritablement que tous les pays européens participent C'est une question à ce montage, de financement aussi, de montage financier qui pose problème. De le suivre. Il y a aussi tout le travail qui doit être fait avec tous les pays qui sont susceptibles d'exporter. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on va penser maintenant et demain, elle va se réaliser. Donc, tout ça, c'est véritablement un bouleversement de la pensée au niveau universel, de la pensée au niveau mondial, et qui finalement, en fin de compte, on va rester avec ce point d'interrogation qui va nous suivre jusqu'à je ne sais où, sincèrement. Alors cet équilibre est bouleversé. Du coup, est-ce qu'on a pu affaiblir ce bloc Chine, Russie, Inde aussi, qui se joint un peu à ce bloc. C'est un milliard. En affaiblissant la Russie, est-ce qu'on n'affaiblit pas indirectement la Chine aussi? Non, ce sont des relations tout à fait différentes. Alors, si par exemple la Chine va décider, demain, je vais me mettre avec la Russie, oui. C'est une autre équation, sincèrement. Que ce soit en termes militaires ou en termes de fourniture de produits importants, de produits stratégiques. L'Inde, c'est quelque chose. C'est un chiffre qui compte dans l'équation. Alors, si ces pays se joignent à la Russie, ça va devenir très compliqué à gérer. Ce n'est pas sûr, pour le moment, ils sont dans des positions, comme disait Nabila Adel, très ambiguës. Mais de toutes les manières, ça reste quand même des points qui peuvent rendre l'équation extrêmement difficile à résoudre. Et tous les politiques au niveau mondial ne se posent même pas la question. C'est-à-dire ils attendent. C'est wait and see. C'est-à-dire ils seront obligés de regarder ce qui va venir, qui peut être pire.
Ah ouais, non, mais ce qui vient Alors, déjà, si vous c'est la permettez, cherté de la vie. Juste sur J'aimerais ce bien qu'on point passe au cas Maroc. Oui, Nabil. de la Chine très rapidement. Aujourd'hui, la Chine n'a aucun intérêt à se joindre à la Russie. Elle ne le fait pas, de toute façon. S'il y avait un intérêt, elle serait le. Voilà, parce que la Russie représente à peine 9%, la Russie représente à peine 9% de ce que fait la Chine avec l'Occident. Ouais. Donc, et surtout, la position de la Russie est indéfendable. Si la Russie était agressée, Et qu'elle répond. Ouais. à la limite. Bon. Mais là, la Chine. Vous êtes spécialiste en géostratégie. La Russie s'est sentie agressée. Pour la simple et unique raison qu'on est venu à ses portes. C'est comme si la Russie décide d'installer des bases militaires au Canada et au Mexique. Comment les États-Unis vont réagir? Est-ce qu'ils ne vont pas aller au Canada et au Mexique avec leurs chars et leurs soldats? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça permet de clarifier la situation. Alors attendez, comment tout ça a commencé? C'est M. Poutine qui va, lors d'un sommet, qui discutait du Covid. Et il envoie 3 conditions. Que l'OTAN se retire des anciennes républiques soviétiques, qu'il n'y ait plus d'extension et qu'on ne parle plus de l'Ukraine. C'est ça le début du problème. Oui, mais déjà en 2014. Alors aujourd'hui, personne ne l'a provoqué. C'est comme l'histoire de l'Algérie quand on parlait du Covid et parlait du Sahara. Vous vous rappelez Oui, absolument. Voilà, donc ça prend la même chose. Aujourd'hui, ce n'est pas l'OTAN qui demande à ces pays de le rejoindre. Ce sont ces pays souverains qui demandent l'adhésion à l'OTAN et qui doivent attendre pendant longtemps et faire une longue liste de demandes. Donc, ce n'est pas l'OTAN qui est parti les chercher. Si, je vous assure, madame. C'est une opération de charme, quand même. Non, écoutez, c'est du soft power. Ça arrange l'OTAN aussi de se positionner là-bas. C'est du soft power. On en convient, mais on ne force personne. Vous voyez que, par exemple, rien que pour ça dépend qui est au pouvoir. Non, je vous assure, parce que c'est ce qui a fait tomber l'ancien président ukrainien. Non, ce qui a fait... C'était les discussions avec l'Union européenne pour rejoindre cette union. C'est ça. Et il y a eu les manifestations, et bon, c'est parti en boule de neige. Mais juste une chose, et voilà, c'est-à-dire c'était des discussions, mais pour rejoindre l'Union européenne, c'est vous qui demandez. Oui. Voilà, on ne vient pas vous chercher. Et quand vous demandez, vous devez respecter une longue liste de diligences. Maintenant, ça c'est du soft power. Que la Russie n'ait pas réussi à développer un aussi puissant soft power pour empêcher ces pays d'aller vers l'OTAN et vers l'Union européenne, ça c'est son problème. Ce n'est pas le problème de l'OTAN et de l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir dire à un pays qui est souverain, voilà quelle doit être votre politique extérieure. Maintenant, si vous décidez quand même de le faire, il faut assumer les conséquences. Mais vous ne pouvez pas gagner sur tous les tableaux. Empêcher un pays souverain de faire ce qu'il veut et puis venir jouer à la victime. Oui. OK. Et il y a beaucoup de gens qui comparent ça à l'histoire de Cuba. Et quand vous vous rappelez, mais à l'époque, c'était très différent. Là, il y avait vraiment des missiles pointés sur la Floride. Or, il y a des pays limitrophes de la Russie qui font partie de l'OTAN, mais qui n'ont jamais menacé la Russie. Absolument. D'ailleurs, tous les pays de l'OTAN n'ont jamais menacé la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Maintenant, si ce risque existe dans la tête de M. Poutine, ça c'est son problème à lui, ce n'est pas le problème du reste du monde. Pourquoi plonger le reste du monde dans une récession qui ne dit pas son nom? Parce qu'il pense... on se dirige vers ça. Voilà, c'est ce bouleversement, il est clairement, il touche tous les citoyens dans le monde. C'est une récession qui sera planétaire. Oui, bien sûr. Surtout qu'on soufflait enfin, après 2 ans de Covid, on se disait enfin ça va reprendre, parce qu'effectivement, après des périodes de pandémie ou de guerre, il y a toujours une reprise économique qui s'opère. Au moment où on a commencé à sortir la tête de l'eau, il vient nous envoyer ce missile à la tête pour nous dire, voilà, revenez au point de départ. Oui. Bon, inflation, récession, sécheresse, gouvernement, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas eu un gouvernement qui a... il est mal luné. Il est mal luné, il est poisseux pour certains. Comment gérer tout cela? Comment éviter déjà une récession au Maroc? Je pense que le gouvernement a été très clair dans cette histoire. Vous savez que tout ce qui est prévision en termes de récolte, il se fait très tôt. Oui. Mais cette année, c'est encore beaucoup plus tôt que les années d'avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons avoir une sécheresse, c'est-à-dire qu'on va avoir une récolte moyennement inférieure par rapport aux autres années.
Donc, il faut prendre des initiatives tout de suite. Alors, quelles sont ces initiatives? C'est tout ce qui a été annoncé. Les 6 milliards au niveau du crédit agricole, le fonds Hassan II, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que d'abord, ce n'est pas de l'argent qui va être distribué. C'est juste de l'argent qui est mobilisé pour éventuellement financer ceux qui en auront besoin. Non, mais maintenant, tout le monde en aura besoin. Enfin, voilà. Si le coût de la vie et le panier de la ménagère risquent même de doubler de prix. Le problème de la ménagère, le problème du panier de la ménagère ne sera pas posé au début. Ce qui est posé au début, c'est d'abord nourrir les bêtes, nourrir les humains, et c'est ce que le Maroc a essayé de faire. Le gouvernement a pris des initiatives dans ce sens-là. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je vous dis non. Est-ce qu'on va vers une récession? Je pense que oui. Je pense qu'il y a même des gens qui ont posé la question, est-ce qu'on va avoir une loi de finances rectificative avant la fin de l'année? Mais vous savez, tous les ingrédients sont là. Et en principe... Le ministre du Budget a dit que, pour le moment, tout était non, mais sous lui, contrôle. il est orthodoxe dans son approche, le ministre du Budget. Qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons pas les conditions pour faire une loi de finances rectificative. Cela veut dire que l'on va bouleverser tous les équilibres auxquels on a pensé. Mais sur l'ensemble des contraintes qui composent, si vous voulez, le clavier sur lequel il joue, ont changé. Donc il est obligé, à un moment donné, de revoir sa vision du budget, sa manière de distribuer l'argent, sa manière de le récolter et de le mobiliser. Peut-être un peu très plus certainement. d'austérité sur les budgets de fonctionnement, peut-être pas sur les budgets d'investissement. Très certainement, ils seront obligés d'aller vers ça. Ne serait-ce que, par exemple, pour les budgets de fonctionnement, il y a beaucoup de choses à enlever. Il faut qu'ils le fassent. Il y a sur les budgets qui sont consacrés à l'événementiel, par exemple au Maroc, il faudrait renoncer à cela. Donc tout ça va nécessiter que le gouvernement regarde de très près ses dépenses, regarde de très près son engagement sur un certain nombre de chantiers. Et je pense que le Maroc n'est pas du tout dans une situation confortable. Nabil Adel. Alors déjà, comment éviter cette récession, si toutefois, on ne le souhaite pas, en tout cas pour notre pays? Et est-ce qu'une loi de finances rectificative et que le gouvernement se serre un peu la ceinture, si on peut appeler les choses ainsi, pourrait éviter qu'il y ait quand même, il y a de fortes pressions sociales. Aujourd'hui, on le sent. Alors, aujourd'hui, nous risquons de vivre une situation qu'on n'a pas vécue depuis longtemps. Une stagflation. Ça veut dire une stagnation économique et une inflation. L'inflation, oui. On n'a pas vécu ça depuis presque le programme d'ajustement structurel, si mes souvenirs sont 83. Dans les années 83, où avec la guerre du Sahara, la sécheresse, une économie qui était trop dépendante du phosphate dans ses exportations. Donc tout ça a conduit à une situation de blocage. Et puis on a vécu le programme d'ajustement structurel. Depuis, les gouvernements successifs dans ce pays ont fait beaucoup d'efforts pour ne plus revivre le cauchemar de l'inflation des années 80, des années 70. Et on a réussi. On a réussi pendant de longues années, à tel point qu'on a tellement réussi qu'il y avait certains économistes qui appelaient un peu d'inflation il y a à peine quelques mois. Quelques mois, oui. Oui, on veut l'inflation. J'étais très inquiet quand j'entendais ça, parce qu'ils pensaient que en fait, ils ne voulaient pas l'inflation. Ils demandaient à ce qu'on active la planche à billets, ce qui allait pousser vers l'inflation. Vers l'inflation, et puis l'inflation allait résorber le chômage. Pour sortir de la crise Covid, juste pour mettre un peu le voilà, contexte. Alors pour sortir, ça, on part sur un vieux schéma de courbe de Phillips qui ne fonctionne pratiquement jamais. On l'a observé quelque part pendant certaines périodes, mais ce n'est pas une loi économique qui dit que si vous avez plus l'inflation a une relation inversion proportionnelle que le chômage. Plus d'inflation voudra dire moins de chômage, mais ce n'est pas une loi économique. Et donc, on a beaucoup d'économistes ont appelé à cette inflation. Malheureusement, elle est là. Et il faut dire que même les autorités monétaires ont tout fait pour qu'on ait cette inflation. Aujourd'hui, quand on voit les niveaux de baisse des taux directeurs, de la réserve obligatoire, de tout ce qu'on a fait pour provoquer le crédit, ça veut dire qu'on a poussé vers cette inflation. Donc vous avez une composante qui est importée, mais vous avez aussi une composante que nous avons créée par une politique monétaire qui est extrêmement accommodante. Je rappelle que nous sommes à un taux directeur de 1,5%, une réserve obligatoire de 0%. Là, on était à une réserve obligatoire de 16% il y a à peine quelques années. Donc on a tout fait pour provoquer cette inflation, d'autant plus que nous sommes une économie
qui a un taux de pénétration de 50%. Donc, que veut dire un taux de pénétration? C'est-à-dire un produit sur deux que Est nous importé. consommons localement est importé. Donc, on importe avec de l'inflation. De l'inflation. Quand on importe de l'inflation, ben, on la sent. On vit avec. Maintenant, que peut faire le gouvernement? Que peut faire le gouvernement? Alors, malheureusement, pas beaucoup de choses. Non, mais on ne peut pas sortir de la dépendance en un claquement de doigts. Regardez le vieux continent avec le gaz C'est russe. ça, voilà. Donc, il y a des choses qu'on doit dire. Le gouvernement n'a pas une baguette magique. C'est quelque chose qui s'est abattu sur le monde entier. Il peut y avoir quelques mesures de soutien au pouvoir d'achat, de réduction des droits de douane sur un certain nombre de produits. On va essayer de tenir tant bien que mal. Alors là, c'est le serpent qui se mord la queue. Je me permets de vous interrompre, Nabila Adel, parce que vous dites la baisse des droits de douane sur certains produits, alors que beaucoup de produits ont connu une hausse quand même monumentale à cause de la hausse des droits de douane pour limiter les importations et dépendre plus du Made in Maroc. Oui. Non, mais ça aussi, c'était une politique qui était relativement simpliste. L'import substitution, c'est ce qui nous a conduit droit vers le mur dans les années 80. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, la situation est que le gouvernement a très peu de leviers. A très peu de leviers. Si on arrive déjà à boucler l'année sans un gros déficit budgétaire, ce serait déjà une bonne chose. Maintenant, le gros danger de cette situation, c'est qu'une fois l'inflation s'installe, elle est très difficile à enlever. Et on l'enlève à coup de beaucoup de sacrifices, y compris sociaux. Je rappelle que, d'un point de vue purement géopolitique, que le chômage ne fait pas descendre les gens dans la rue, mais l'inflation fait descendre les gens dans la rue. Clairement. Parce que le chômage touche une partie de la population. Absolument. Nous avons 1 million, 2 ou 3 de chômeurs sur 40 millions de Marocains. Mais par contre, la cherté de la vie touche tout le monde. Et quand vous avez ce sentiment d'avoir travaillé tout le mois, vous avez fourni le même effort, mais que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais vraiment, je travaille de la même manière. Pourquoi j'y arrive pas? Donc, les leviers du gouvernement risquent d'être extrêmement, extrêmement limités. Je ne pense pas C'est tendu, quand même. C'est très tendu. Je ne pense pas qu'il faille une loi de finances rectificative. Il faut quoi? Continuer, parce qu'il y a... Non, mais est-ce qu'il faut plafonner les prix? Parce que certains ont évoqué ce point de plafonnement des prix, d'abord du gasoil. Bon, on a eu la grève des transporteurs qui va continuer. de 48 heures, peut-être qu'il risque de continuer. Les prix des légumes, la tomate qui dépasse les 13-14 dirhams. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que déjà, on a légalement, c'est jouable de plafonner les prix ou de distribuer des aides directes? Comment justement éviter parce qu'il y a la paix sociale qui est aujourd'hui menacée? Le plafonnement des prix ne sera jamais une solution pour une politique économique telle que nous la conduisons chez nous au Maroc. Ce n'est pas possible. Nous sommes un pays libéral. Ce sont des lois qui sont ancrées. Légalement, voilà. Légalement. Oui, mais du coup, comment? Non, comment faire? Je veux dire, comment faire? C'est d'abord faire des économies. D'ailleurs, l'Europe ils ont commencé... Est-ce qu'il faut peut-être prévoir une hausse des salaires? Parce que l'inflation sans hausse des salaires... Voilà. Vous allez monter la vente dans le oui, absolument. C'est ça le problème. Absolument. Et de toutes les manières, même les Européens, ils réfléchissent à quelque chose qui ressemble à... réduisons au moins 1 degré de chauffage, ça va nous faire l'économie de temps au niveau d'importation. Mais on n'est pas dans cette logique. Le Maroc, nous, on n'utilise pas le gaz non, pour mais le là, chauffage. on parle d'huile de table. On parle de... Bon, le blé, c'est bon, il est pris en charge par la caisse de compensation. Mais tout le gaz reste. également, mais tout le reste. Tout le reste. Je parle des légumes aussi, en l'occurrence. Est-ce que vous avez aujourd'hui une industrie florissante du bâtiment qui utilise pratiquement à 90%, sinon plus, des produits importés? Comment voulez-vous servir avec ces prix-là? Non, mais avec de toute façon, ces conditions. Il y a une hausse aussi de ces prix des intrants dans le bâtiment. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile où on ne peut pas plafonner des prix. La seule manière, c'est de s'habituer à cela et de faire les économies qui peuvent être faites, mais ça va être difficile. Ça va vraiment être... Oui, alors vous avez apporté une partie de la solution. Vous avez apporté une partie de la solution en parlant d'aide directe. Je m'en réjouis. Voilà. D'aide directe. Alors, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Saïd. Plafonner n'a jamais été une solution. Parce que vous allez briser les producteurs. Parce que si vous plafonnez des prix et que leurs coûts continuent à augmenter, vous allez les briser.
Vous leur dites, les prix sont ça, mais lui, il voit ses coûts augmenter, salariaux, matières premières et tout ça, donc vous allez le conduire à la faillite. Ce qu'il faut, il faut deux choses. Il faut que le Conseil de la concurrence s'assure que les prix reflètent une réalité de marché. Qu'il soit cher ou pas cher. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Qu'il soit cher ou pas cher, il faut au moins qu'on sache qu'il n'y a pas de manipulation des prix. Les qu'il n'y a pas d'entente. parlementaires ont déjà fait une demande directe au Conseil de la Voilà. concurrence. Il faut que ce Conseil de la concurrence, messieurs, soit éligible à prendre ce genre de dispositions. Les textes, oui. Par les textes, par l'organisation, il peut. Et leur décret d'application. Il peut. Aujourd'hui, il peut. Aujourd'hui, il peut. Et puis, la deuxième solution dont vous avez parlé, c'est l'aide directe. C'est que moi, je n'ai pas besoin de faire, par exemple, de la compensation pour aider tout le monde. Ouais, il faut la réforme de la caisse de compensation, mais est-ce qu'on peut le faire là tout de suite? Parce que là, il y a des urgences. Je parle l'aide directe. Le ciblage. De ciblage. Mais remarquez c'est ça la réforme de caisse de compensation. À quel point nous avons été remarquables pendant la crise du Covid. Et on a envoyé de l'aide dans des guichets bancaires en un temps record. Ça veut dire que quand on veut, on a cette possibilité. Sans le RSU, sans le registre social unifié. Mais ça, le fait d'avoir ciblé des aides pendant Covid, ça, c'est une sorte de registre social unifié. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les gens qui avaient besoin de l'aide, ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Ouais. Maintenant, je suis sûr que ce registre existe, ou bien on peut le faire dans un délai relativement raisonnable, puisqu'on l'a fait en pleine Covid, alors qu'on ne sortait pas de chez nous, et on a réussi à le faire quand même. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Mais la meilleure solution, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est d'abord l'aide directe. Il ne faut pas que l'effort, quand on plafonne les prix, on les plafonne pour tout le monde. Le milliardaire et le pauvre. Et on brise un producteur. Et quand on compense, globalement, on compense pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, par exemple, celui qui a le gaz, voilà, les fermes agricoles, les usines, les industriels. Les industriels, et ainsi de suite. En revanche, l'aide doit aller à ceux qui la méritent. Et puis, il faut que le Conseil de la concurrence s'assure qu'il n'y ait pas d'entente entre les producteurs sur les prix. Si ces deux mécanismes sont opérés assez rapidement, je pense qu'on peut réduire un tant soit peu la pression sociale, en attendant que la situation se clarifie au niveau international. Drissa Essaoui, un dernier mot, un dernier tour de table, messieurs, sur, en tout cas, cette année qui s'annonce des plus sombres pour l'économie marocaine. Drissa Essaoui, avec un taux de croissance d'1,5%. Et bon, même si on parle de loi de finances rectificative pour le moment, ce n'est pas le cas. On parle d'aide directe, mais comment s'en sortir avec le moindre dégât ou le moins de dégâts? Je reviendrai à ce que disaient nos aïeuls et les personnes âgées. Il faut penser à la bénédiction des parents. Il faut à la bénédiction de ceux qui nous ont enfantés et dire que le Maroc est un pays qui a toujours vécu dans des situations difficiles, il a toujours su s'en sortir. J'espère que tout ce qui va venir, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas. Tous les prix à l'étranger, nous, on n'a aucun moyen de les contrôler. La seule manière, c'est effectivement, comme vient de le dire, de cibler les aides, d'aller vers les gens qui ont besoin d'être aidés. Et de revoir même peut-être à l'avenir notre politique économique et notamment agricole pour ne plus dépendre. Parce que là, l'Ukraine impose des quotas d'exportation de ces céréales, de l'huile de table. On parle même que dans des pays comme l'Espagne, quand même, qui importe beaucoup de cette huile qui est fabriquée en Ukraine, ou en tout cas en ce qui concerne l'huile à base de tournesol, si je ne me trompe. C'est ça. Ils vont commencer à limiter la vente de ce genre de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face quand même à une très grande question qui est celle de la souveraineté alimentaire. Juste pour terminer, messieurs, un dernier mot là-dessus. Très rapidement, la souveraineté, si on arrive à appliquer les principes de la souveraineté alimentaire, c'est déjà le premier pas vers la solution. On n'est pas encore dans cette situation. Ça va être difficile. On est tellement, si vous voulez, pénétré par l'interdépendance avec les marchés mondiaux que l'économie marocaine ne pourra pas supporter. On a encore des difficultés. On a par exemple, Força, le programme Força, qui est un programme gouvernemental. On va essayer de le faire marcher pour faire travailler les jeunes. Est-ce que ça n'a pas encore démarré? La seule chose qui est vraie, qui est juste, c'est tout le travail qui est fait pour le registre d'état civil. Le comptage des gens qui ont des besoins,
le ministère de l'Intérieur a fait un effort, il a recruté beaucoup de jeunes, ils sont en train de travailler au niveau des préfectures, mais on espère que d'ici là, on aura justement tous ces outils qui nous permettront d'agir de manière efficace. En tout cas, dans les médias, Nabil Adel, un dernier mot sur cette souveraineté alimentaire. Elle est importante. Il faut qu'elle se fasse dans des conditions économiques saines. Il ne faut pas qu'elle coûte trop cher. Mais effectivement, c'est le moment de poser... Un switch vers la céréaliculture peut revenir un peu sur... peut revenir et compte tenu de notre dotation factorielle en la matière, on peut effectivement atteindre cet objectif. C'est un objectif qui est assez réalisable. Maintenant, d'un point de vue global, il faut s'attendre à une année 2022 relativement difficile. Alors qu'on comptait faire de la transition avec 2022. Malheureusement. Maintenant, la bonne chose, c'est que pendant les moments de crise, qu'on fait les réformes structurelles qui préparent les périodes de reprise. Tout à fait. Et c'est maintenant que les gens sont prêts psychologiquement à accepter des sacrifices. Et le changement. Qu'il faut faire des réformes. Et si ce gouvernement doit réussir quelque chose, il y a beaucoup de réformes structurelles, il les connaît, c'est le moment ou jamais de les mener. Comme ça, on prépare mieux le rebond, parce qu'en économie, on le sait. Après la baisse, il y a toujours la hausse. Après la hausse, il y a toujours la baisse. La baisse, oui. Bon, on n'a pas vraiment eu le temps de sentir cette hausse après la Covid qui a eu une double baisse. Merci beaucoup, Nabil Adil. C'était fort intéressant d'échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique, en géoéconomie à l'ESCA. Merci à vous également, Driss Essaoui, analyste politique et économique. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir. En tout cas, on garde quand même un peu d'optimisme pour cette année 2022. On va continuer dans le cadre de questions d'actu à questionner, à trouver peut-être même des alternatives, parce que c'est le but aussi de ce genre d'émission. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.